Bien, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Learning Happy Hours saison 5. On est ravis d'accueillir parmi nous aujourd'hui Nicolas Losinsic de SpeederNet en tant que directeur marketing et qui va certainement nous présenter en un court moment ce qu'il maîtrise de la réalité virtuelle appliquée à la formation. En effet, en quelques minutes. Merci pour l'invitation. Bonjour Nicolas, Bonjour. tu vas bien? C'est la super forme. Bien. Est-ce qu'on a raison de s'intéresser au virtuel en formation d'après toi? Enfin, ouais, absolument. Enfin, on a bien raison. Oui, on a raison pour mille et une raisons qu'on va justement voir ensemble. Le moment est venu, il faut pas trop perdre de temps. On en parle. Ok, alors avant de te laisser la parole, moi j'ai une autre question. On parle de réalité augmentée, réalité virtuelle, immersive learning. Est-ce qu'il y a une vraie différence ou c'est à peu près la même chose? Il y a des différences. Ensuite, ça constitue une famille. Elle est celle que l'on va rassembler pour simplifier, parce qu'après, on pourrait partir dans maintes définitions. Mais pour simplifier, on va parler de XR très facilement. C'est d'ailleurs le nom qu'a pris un meet-up récemment. C'est aussi le nom qu'ont porté quelques journées qui se sont déroulées récemment à l'initiative du W3C. Donc on va parler d'Extended Reality. Ça couvre la multitude de réalités dont on pourrait être amené à parler. Ouais. Ok, merci. Super, on y va? On attaque? C'est parti. Allez. Ok. La question était, le virtuel en formation peut-il être une réalité efficace? Question piège, je vous remercie déjà. C'est des questions d'examen. En quelques mots, on va essayer d'y répondre. Alors pour commencer, quelque part, je me suis dit, c'est étrange qu'on se pose la question de la qualité ou de la pertinence d'un apport technologique dans des activités de formation et de surcroît dans nos petites familles à nous, dans le digital learning. Étrange, et puis je me suis dit, faisons le comparatif avec ce qui s'est passé il y a quelques années quand le mobile learning a dominé les tables rondes, les conférences, et il continue d'ailleurs de les dominer à juste titre. Mais j'ai le souvenir de deux situations un peu amusantes où on dissertait sur les diagonales des écrans, sur notre capacité à nous concentrer plus d'une poignée de secondes, si ce n'est de minutes, sur justement la facilité ou la faculté que l'on aurait de lire des contenus. On se posait des questions immensément existentielles. Et j'ai le sentiment qu'on vit exactement la même chose avec la réalité virtuelle, c'est-à-dire que plutôt que de l'observer pour ce qu'elle est réellement, on est encore à ce stade où l'on se questionne sur la périphérie du sujet. Et puis c'est réellement le cas, hein. J'y reviendrai dans un instant, mais on parle beaucoup, oui, du matériel, on va parler de la durée d'une expérience. Bon, voilà, ce sont des choses que l'on a connues justement lorsqu'il s'agissait de parler du mobile learning, où on faisait des grands débats, il y avait plein de conférenciers pour savoir s'il fallait faire du 3 minutes, du 5, voire du 10, c'était extraordinaire. Donc voilà pourquoi je me dis que la question est étrange, mais elle était volontairement au demeurant étrange. Et puis elle est étrange aussi parce que là c'est bon, le côté un peu, comment dire ça, un peu vieux singe, où on peut se critiquer nous-mêmes, ça fait maintenant un bon nombre d'années qu'on est là. Et on sait que l'on a participé à mettre en place des modèles. Alors la slide qui est actuellement à l'écran en témoigne de manière un petit peu ironique. C'est pas très subtil de ma part, mais on est une famille qui aime bien des codes. Surtout dans la formation, on aime bien quand c'est gravé dans le marbre et que ça ne bouge pas trop. Donc on a longtemps fait de la digitalisation des contenus de formation pour produire des choses à grands coups d'avatar. Et c'est vrai que, voilà, on a des traditions qui ont la peau dure. La bonne période des mascottes. La bonne et grande période des mascottes. Alors aujourd'hui, elles sont un tout petit peu moins ridicules que celles que l'on voit à l'écran. Hein. Elles sont en 3D maintenant, on a des espèces de cadavres très rigides, voilà, qui en plus parlent avec des voix de synthèse. Encore une fois, voilà, une manière un peu d'ironiser, mais parce que on a affaire, quand on s'intéresse en particulier, puisque c'est le cas en ce moment, à la réalité virtuelle pour les quelques minutes d'échange que l'on va avoir, on s'intéresse à quelque chose qui ne répond absolument pas à ces codes. Et c'est là la difficulté justement de l'appréhender convenablement,
alors qu'on le voit, il y a un grand nombre de candidats à l'adoption justement de la réalité virtuelle pour la formation. On est convaincu, dès lors qu'on a mis un casque sur les yeux, on est convaincu d'un potentiel. Reste à définir lequel, le mettre en face d'un projet d'objectifs pédagogiques, évidemment de bien penser à ceux auxquels il faut penser, aux personnes qui vont justement aussi mettre ce casque sur le visage, mais pas que le casque, on y revient. Et voilà un peu cette étrangeté là aussi qui est celle de la tradition qui s'impose à nous. Donc, la réalité virtuelle est vraiment disruptive finalement par rapport à ce qu'on pourrait appeler le e-learning dit traditionnel. Et alors disruptif, peut-être pas. Allez, oui, quand même, d'une certaine manière, parce que c'est réellement, et j'y reviendrai dans une toute petite poignée de minutes, c'est une autre façon de penser, d'écrire et de distribuer le contenu pédagogique. Et c'est une autre façon de penser, d'écrire le rôle de l'apprenant, qui ne se trouve plus face à un écran. Il n'est plus en face d'un écran, il est à l'intérieur. Changement de paradigme. Complet. Allons-y. C'est parti. Donc un tout petit peu d'histoire parce que parmi les personnes qui visionneront la vidéo, il se peut qu'on en ait qui ne savent pas encore faire peut-être complètement la différence avec les différentes réalités. Alors je ne vais pas rentrer là-dedans, mais plutôt profiter des quelques vidéos qui vont circuler pour faire en sorte que l'on voit bien ce que c'est. La première chose que je voudrais dire, à la faveur de la vidéo qui est ici, qui date du début des années 60, j'ai plus le nom de la personne en question, mais c'est toujours quand on le cherche qu'on ne le retrouve pas. C'est à ce monsieur qu'on attribue, on va dire, la naissance en quelque sorte de la réalité virtuelle. Ça se passe au MIT, il portait un casque de plusieurs dizaines de kilos qui devait être suspendu au plafond, sous la peine de rencontrer peut-être quelques difficultés physiques. On l'appelait d'ailleurs l'épée de Damoclès, cette installation. Tout ça donc pour dire que l'on a affaire, quand on parle de réalité virtuelle, de quelque chose qui est né il y a plusieurs décennies, qui a connu des évolutions. Et si je vous invite à observer cette petite vidéo, eh bien c'est pour vous rendre compte de l'état dans lequel, par exemple, pouvait se présenter la réalité virtuelle au début des années 90. Alors on avait encore, on va le revoir, un casque qui était immensément imposant, avec des programmes en 3D qui étaient ce que l'on avait au début des années 90. Et puis, probablement peut-être des difficultés à faire ce que l'on est beaucoup plus facilement aujourd'hui en mesure de faire, c'est de placer quelqu'un dans une situation où il pourra interagir un tout petit peu plus, voire interagir avec l'intégralité de son corps, quitte à se déplacer. Voilà, petite date chronologique, et puis ça va jusque ce que vous voyez là, qui est né il y a peut-être 1 ou 2 ans en Australie, qui est une salle immersive. Le projet s'appelle Zero Latency, si je dis pas de sottises, là aussi ma mémoire peut commencer à me jouer des tours, j'aurais bien besoin d'aller la traiter en réalité virtuelle moi aussi, où on voit quand même les progrès qui ont été faits en termes technologiques, puisque on a des participants à un jeu qui ont toute l'installation sur leur dos. Et puis des accessoires parce que ils sont dans des jeux comme on en voit beaucoup. Et on voit là aussi une qualité quand même supérieure en matière de programme. Il y a évidemment mieux, mais bon, voilà, c'est ce qui s'est en tout cas présenté il y a une toute petite poignée d'années. On commence à en avoir aussi un certain nombre aussi sur Paris de ces salles immersives où l'on peut aller découvrir et expérimenter, ne serait-ce que par exemple des jeux en réalité virtuelle. Petite chronologie, donc voilà, pour rappeler que ça existe depuis un certain nombre d'années, et qu'à ce titre, quand on parle de formation, on pourrait aller se pencher un petit peu dans la littérature universitaire, et on découvrirait qu'il y a des thèses qui datent des années 90, du début des années 2000, des années 2010, qui sont complètement consacrées à la formation, qui traitent justement de l'application de la réalité virtuelle à des programmes donc de formation. Et c'est ce qui me fait dire, via cette petite slide, que la formation s'est intéressée très très vite et très très tôt à la réalité virtuelle, bien avant finalement le digital learning. Parce que le digital learning, qui est une des sous-familles, on va dire, de la formation, a aussi ses exigences, ses impératifs, qui font qu'on a mis un petit peu plus de temps à nous y intéresser. Alors, et pour poursuivre,
là aussi, encore une fois, avant de peut-être être encore plus dans le vif du sujet, après un petit rappel chronologique, par exemple, je m'arrêterai un tout petit instant sur le nom qu'on a très très vite donné à cette modalité qui est l'immersive learning. Très vite, hein, on aime bien les noms, les étiquettes, les tiroirs, c'est des gens aussi comme moi, hein, des gars qui font du marketing qui aiment bien ça. On a vite besoin de mettre ça en boîte et tout. On va s'arrêter un tout petit instant dessus parce que par immersive, on entend immersion. Et je voudrais juste rappeler là aussi une ou deux petites définitions, puisque la réalité virtuelle vise à faire une chose principalement, c'est nous mettre dans une situation où l'on va pouvoir en fait vivre une expérience, la percevoir, la ressentir. Et ce que l'on voit donc sur cette slide, c'est qu'on a une multitude de matériels. C'est volontairement un petit peu excessif dans la sélection, mais l'ensemble des matériels qui sont développés peuvent permettre de solliciter la quasi-intégralité de nos sens. Il y a même un petit encart où on voit, ça a l'air d'être un jeune homme, la langue posée sur un dispositif électronique. Ce sont vraisemblablement des petites électrostimulations supposées bien lui faire sentir, je sais pas, le goût d'un steak ou... Mais on a des recherches qui vont dans ce sens-là. J'ai pu me livrer à une expérience où l'odorat était présent. C'est véritablement comme cela que s'entend une expérience de réalité virtuelle. Donc le matériel et le dispositif logiciel vont créer l'immersion. Quand l'immersion est créée, quand le cerveau joue le jeu, on va voir se manifester le concept de présence. Et c'est là que les choses commencent, et c'est là qu'il faut que quand on s'intéresse à cette activité, à ce support-là, eh bien qu'on se documente un peu, qu'on expérimente, qu'on regarde beaucoup de choses parmi tout ce qui a été fait, parce que eh bien, la présence se manifeste de différentes façons. La première, c'est que j'ai le sentiment d'être physiquement dans l'expérience, donc ça va être la présence physique. Il y a la présence dite environnementale. L'environnement virtuel dans lequel je suis projeté me semble crédible. Donc mon cerveau continue de jouer le jeu. Et puis je vais pouvoir commencer à me situer dans l'espace de cette même expérience, se situer dans l'espace d'une expérience digitale. C'est incroyable, hein, on ne peut pas le faire avec ce petit ordinateur ou un smartphone. La réalité virtuelle nous propulse jusque-là. Il va y avoir bien sûr la présence d'action, parce que si je veux saisir le smartphone qui est à quelques centimètres de moi, il est tentant, je vais pouvoir le saisir. Donc ça, en réalité virtuelle, c'est une autre des manifestations de la présence. Et puis il y a ce que l'on est en train de faire là en ce moment, il y a la présence dite sociale. Donc il faut prendre ces 4 catégories de présence comme un facteur important pour des gens comme nous qui écrivons ensuite des contenus. C'est bien tout simplement se soucier de la personne qui va se retrouver dans une situation d'immersion. Mais l'immersion, c'est uniquement le fait d'y avoir été propulsé. En tant que tel, l'immersion ne m'apportera rien de plus. Enfin, je suis en immersion au cinéma. Je suis en immersion dans un livre. Ce que tu veux dire, c'est qu'on va passer d'un moment où on raconte une histoire à un moment où on fait vivre une histoire. C'est une expression qui revient souvent. La réalité virtuelle est une expérience, pour ainsi dire, vécue. Et puis je veux pas dire de sottise, parce que là on va plutôt parler de recherche scientifique. Plusieurs psychiatres utilisent la réalité virtuelle, et je sais que l'un d'entre eux a même fait passer des scanners à quelques-uns de ses patients parce qu'il veut vérifier manifestement une théorie qui voudrait que notre cerveau agisse et réagisse dans un contexte virtuel de la même manière que si cela était vécu au réel. Les conclusions ne sont pas toutes là, mais apparemment, il semblerait que ce soit quelque chose qui tende à se vérifier. Donc c'est une expérience de vie. Et c'est comme ça que cela va s'inscrire vraisemblablement dans notre mémoire. Donc tout ça reste à vérifier, on ne va pas commencer à survendre la réalité virtuelle non plus. C'est à vérifier, c'est à expérimenter. Donc immersion, présence, il n'y a pas que ça, mais bon, la présence c'est quelque part, justement, la slide je l'ai un peu sautée, erreur de calage, et puis c'était le moment aussi un peu psychédélique de la présentation.
Parce que justement, vous seriez probablement encore mieux placé pour évoquer justement le fonctionnement du cerveau. Et dans la plupart des écrits consacrés à la réalité virtuelle, une très grande part est consacrée justement au fonctionnement de notre cerveau. Et c'est ce qui permet justement de réfléchir à comment se font des expériences, comment elles se bâtissent, comment on fabrique même du matériel dont on va se parer pour pouvoir justement continuer. La réalité virtuelle nous permet d'abuser notre cerveau finalement. Ouais, de l'abuser, de le hacker selon une expression dont je ne connais pas tout à fait le propriétaire. Et puis ça vient quand même soulever une autre question. C'est la question un peu de l'éthique, puisque finalement en l'abusant ou entre guillemets en le hackant, on pourrait se dire qu'on est capable d'aller déposer un peu ce que l'on veut à l'intérieur de l'esprit de la personne qui se sera livrée et consentante à une expérience à l'intérieur de laquelle il se sera passé un certain nombre de choses. Ce sont des questions qui sont soulevées. C'est vraiment des questions sérieuses, parce qu'on joue très facilement le jeu. Vous avez pu l'observer, vous avez peut-être pu le tester. Moi, j'ai le souvenir sur des salons d'avoir proposé des démonstrations et d'avoir été obligé de suivre les personnes qui partaient, qui se pensaient dans l'expérience, alors qu'on était, qu'il y avait des piliers un peu partout, des exposants et des visiteurs un peu partout. Mais véritablement, c'est stupéfiant, ça marche extraordinairement sur certaines personnes, globalement un peu sur tout le monde, mais certaines lâchent complètement prise. Alors, pourquoi est-ce que, justement, la réalité virtuelle arrive au bon moment ? Eh bien, parce que les astres s'alignent, selon l'expression consacrée, parce qu'on a réuni un certain nombre de conditions. Ce sont des conditions, on va les parcourir, qui sont matérielles, qui sont logicielles, et sont-elles pédagogiques ou ne le sont-elles pas ? C'est ce qu'on va également observer. Les conditions matérielles sont là. Longtemps, on n'a pas pu envisager d'industrialiser, pour ainsi dire, les productions, parce que avoir un casque comme celui que l'on voit porter ici à l'écran, ça coûtait des dizaines de milliers d'euros à fabriquer, c'était unitaire. On a beaucoup râlé lorsque ceux-ci sont sortis, parce que les fabricants les promettaient à un peu moins de 400 ou 500 euros, puis ils sont arrivés à un peu plus de 900 euros, quelque chose comme ça. Mais bon, les prix baissent très très rapidement, l'offre commence à s'étendre considérablement. Et en tout cas, ici, on ne s'intéresse qu'aux casques qu'on va qualifier de casques premium, qui exigent néanmoins d'être raccordés à un ordinateur, qui sont à ce jour, et plus pour longtemps non plus, qui sont filaires. Dans le contexte du digital learning, c'est exploitable. Pour former à grande échelle, c'est peut-être encore un petit peu discutable, et c'est là qu'intervient la seconde catégorie de casques que l'on voit sur cet écran, où j'ai pris l'exemple d'un des casques qui arrive en France, c'est Google, qui l'a fait fabriquer. Ça porte le doux nom de Daydream. Et on peut aller y insérer donc un smartphone qui doit être compatible avec la technologie, mais ça c'est pour l'anecdote, puisque c'était uniquement pour illustrer le propos qui veut qu'on peut, à l'aide d'un smartphone suffisamment performant, déployer une initiative d'envergure en matière de réalité virtuelle, selon les préceptes et les métriques et les modalités qui sont propres au digital learning. On est aussi prêt à capter l'environnement qui ferait l'objet de la formation, modéliser en 3D. C'est encore à ce jour relativement onéreux, même si de nombreuses initiatives, de nombreuses startups existent, on n'en connaît peut-être pas beaucoup en France, mais de nombreuses startups essayent de créer des dispositifs permettant de produire des modélisations en 3D avec un minimum de compétences et dans un minimum de temps. C'est quelque chose à suivre, ça va évidemment connaître des progrès assez rapidement. Et puis ce qui fait que quand même on a vu des pratiques arriver, ce qui fait qu'on peut se lancer, c'est ce que l'on voit là aussi à l'écran, ce sont les caméras 360 degrés. Il y en a pour tous les prix, il y a deux exemples ici, il y en a une qui fait 450 € à peu près, et l'autre qui fait globalement 10 fois plus. Donc c'est selon les besoins, c'est selon la qualité que l'on désire, c'est en fonction d'une multitude de critères, mais rien n'empêche de se lancer. Donc matériellement, casque, smartphone, caméra sont disponibles pour des coûts qui sont désormais considérablement maîtrisés. Et puis, il y a, alors là je prêche un tout petit peu, pour les choix que l'on a pu faire, pas forcément pour notre chapelle,
mais pour des choix que l'on a fait, c'est-à-dire qu'on le sait, en digital learning, on doit passer par un seul canal, c'est le canal du web. C'est le navigateur. Déjà, Flash a été en soi une sacrée drôle d'histoire, à une certaine époque. Nous étions déjà là. On s'en souvient. On s'en souvient. Aujourd'hui, eh bien, on a la possibilité de déployer des expériences de réalité virtuelle. La réalité augmentée vient également. En passant par l'unique canal web, ça porte le petit nom donc, que l'on voit ici à l'écran, dit du web VR. Donc, ça permet, c'est un effort de standardisation qui est fait de la part des acteurs de l'industrie, qui est fait évidemment à l'initiative également du W3C. Et on a la plupart des acteurs qui sont ici déjà visibles via les logos de leur navigateur, qui sont acteurs de cette initiative de standardisation. Donc, à ce jour, eh bien, on peut trouver, et c'est là que je prêche un tout petit peu pour ma chapelle, mais si j'en discute un peu, c'est aussi qu'on est un peu acteur du truc. C'est qu'on a fait ce choix-là, on a fait deux choix. On a fait le choix de proposer un outil pour non-développeurs, donc pour experts, pour formateurs, et puis on a fait le choix de faire en sorte que cet outil produise en respectant eh bien, ce standard qu'est le web VR, pour que en fait, la réalité virtuelle puisse être considérée comme n'importe quelle autre modalité de digital learning, même si, on l'a vu, il y a des petites différences dans l'approche que l'on est supposé avoir en termes d'écriture pédagogique. Et puis, justement, pour finir en quelques 3-4 minutes, la question de l'écriture, est-ce qu'on a une maturité aujourd'hui pédagogique en termes d'écriture? Pas encore. Pas encore. Faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Même nous qui nous y intéressons depuis un certain nombre d'années, on continue d'apprendre. Quand on prend les acteurs de la production audiovisuelle, ils le disent, on ne sait pas, on apprend à chaque projet, on continue de faire des progrès. D'où les réserves que j'émettais sur le concept d'immersion, comme si le fait d'avoir mis un casque était autosuffisant. Non, c'est absolument pas suffisant. Il y a de considérables efforts à faire, voilà, pour justement faire en sorte, et à la faveur de ce petit schéma, on le voit, qu'il y ait la place de l'autonomie pour l'apprenant, parce que si on me place dans une expérience et qu'on me bombarde de messages en me disant « tu regardes là, tu fais ça, tu réponds à un quiz », répondre à un quiz en réalité virtuelle, je ne sais pas si vous avez essayé de mettre un casque pour cocher des cases, ça fait cher le mal de cou pour cocher des cases. Donc voilà, un petit peu sous la forme de plaisanterie, c'est important ce qu'il faut accorder donc à l'écriture, à la façon dont on place l'apprenant en situation, la place que prend la présence et comment on design l'interaction. Et ça donne justement des storyboards qui peuvent avoir des têtes très originales. Ce sont des concepts. On a des personnes qui essayent, qui prototypent, qui partagent. Mais on le voit, il faut s'intéresser à ce qu'il y a devant, il faut s'intéresser à ce qu'il y a derrière, à ce qu'il y a sur les côtés, à ce qu'il y a au-dessus et au-dessous. C'est une dimension encore bien supplémentaire. L'écriture multimédia déjà a pas encore été totalement digérée. Complètement. Et là, l'écriture dans un monde sur lequel c'est l'apprenant qui décide ce qu'il veut faire, c'est encore une autre histoire. C'est une toute autre histoire. On en a parlé à plusieurs reprises dans l'histoire un peu du digital learning. Et puis on était plein de bonnes intentions, on n'est jamais réellement allé au bout. Là, on risque de se retrouver quand même dans l'obligation, ce que sont juges et maîtres in fine, les apprenants. Si on leur fait enfiler un casque pour se retrouver devant un avatar et répondre à des quiz, il y a peut-être un moment où ils vont protester. Mais voilà, c'est une histoire en marche. On a affaire j'aime bien l'expression, à un écran infini. Donc on ne peut pas être face à l'écran, on est continuellement devant ou dedans, c'est selon. Et puis, eh bien pour terminer, une petite slide pour dire, voilà, réalité virtuelle dans le digital learning en 1, 2017 en 1, 2018 sera l'an 2. C'est de private joke, tout ça. Des petites choses pour, là aussi, illustrer la situation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'envie en réalité virtuelle. Aujourd'hui, les premiers pas se font surtout en 360 degrés. Parce que il reste des petits problèmes à résoudre. Comment est-ce qu'on va équiper de 300, de 400, de 500, de 1000, voire de 2000 casques des apprenants? C'est pas infaisable, il y a des modalités qui sont économiquement parfaitement viables, mais il faut, voilà, là aussi, que ce soit des projets qui soient menés pour prendre en considération le matériel, smartphone, casque,
pour s'intéresser ensuite au contenu. D'où le fait qu'aujourd'hui, on voit une majorité de projets faits d'abord en 360 degrés, et quand les conditions sont vraiment réunies, on peut aller vers justement de la réalité virtuelle. Alors là, on le voit dans un domaine, on le devine, qui est l'aéronautique, qui a de considérables besoins, et puis besoin justement de mentaliser, de spatialiser ce qui peut être délivré via d'autres modalités, mais là le message est plus rapide, plus bref, plus concis, plus direct et plus opérationnel. On est sur le terrain, tout en n'étant pas, voilà, selon là aussi les attentes et préceptes du digital, on n'est pas obligé de se rendre dans les hangars qui vont accueillir les appareils qui servent à d'autres types de formations. D'autres exemples pour pouvoir aussi témoigner de la manière dont des opérations peuvent se faire. Alors ici on le voit, des opérations en hauteur. Il faut pouvoir se le représenter, ou bien il faut pouvoir, si c'est un contenu qui est délivré pour faire de la prévention, de la sécurité, essayer de faire passer le message encore plus directement, qu'il soit encore un petit peu plus impactant. Donc c'est ce que l'on aperçoit là, puis c'est ce que l'on aperçoit sur le dernier exemple, parce que ce que l'on voit à l'image ici, tout simplement peut avoir des conséquences considérables si les conducteurs d'engins ou si les piétons ne respectent pas les règles de sécurité sur ce genre d'installation. Ça peut coûter cher humainement, ça peut coûter cher matériellement. Donc on cherche continuellement, surtout dans ces métiers qui sont très très proches donc, de la formation également, on cherche à avoir la modalité la plus efficace qui puisse être. Voilà, j'en arrive un petit peu au bout. En ayant, super, j'espère, répondu. Merci pour ce panorama très complet. Moi j'ai peut-être une question, non pas sur 2018, année 2 de la réalité virtuelle en formation, mais revenir peut-être sur l'écriture, parce qu'on voit bien que le coût du matériel et du software a tendance à baisser de façon vertigineuse, donc ces technologies deviennent accessibles. Par contre, on voit aussi, ou on devine à travers tes propos, que la dimension scénaristique en matière de formation risque peut-être d'être elle-même augmentée. Et comment tu perçois ça? Et est-ce qu'il y a des outils, des moyens de faire là aussi dans la scénarisation pédagogique plus court, plus efficace, plus percutant? Alors ça va rejoindre peut-être plusieurs réflexions comme ça qu'on a pu avoir. C'est vrai que on a fait de la conception pédagogique en s'intéressant au contenu, en s'intéressant rarement aux personnes qui le reçoivent. Là, on est obligé de s'intéresser autant au contenu qu'à la personne. Donc on va avoir déjà une évolution du métier. Je ne sais pas s'il y a des outils, s'il y a... Voilà, aujourd'hui on fait ce constat-là. Il va falloir apprendre un certain nombre de choses. Quelque part, ça rejoint aussi un journaliste que j'avais rencontré une fois. On avait discuté d'écriture multimédia. Et j'ai toujours ce propos-là, cette question qui me revient en tête. C'est quelqu'un qui m'avait dit « Mais c'est bizarre votre métier. Il y a des concepteurs pédagogues, il y a des graphistes, il y a des chefs de projet, des développeurs, mais il n'y a pas d'auteurs. Il n'y a pas des gens qui savent écrire des dialogues, des rôles, Et ça m'a interloqué, je me suis dit, mais c'est vrai, c'est pas faux. On voudrait que ce soit par exemple les concepteurs ou les ingénieurs pédagogiques qui le fassent, mais c'est pas leur métier fondamentalement. Alors bon, ça n'empêche pas d'essayer de le faire. Mais enfin, voilà, moi j'aime bien me poser encore la question un peu comme ça, alors de très loin, je sais pas, je réponds pas beaucoup à la tienne. Si, ça veut dire qu'il y a certainement d'autres métiers à intégrer dans la scénarisation que ceux que l'on intègre aujourd'hui. 2 sur 3. Regard, en tout cas. Si on s'intéresse, et j'ai vu à l'entrée du studio un petit bouquin qui est titré sur les soft skills, de surcroît, si on veut justement produire des expériences qui porteraient sur ces différents domaines, moi qui me sont assez chers, parce que voilà, des formations en milieu industriel, planter un clou, ça reste planter un clou. Essayer de créer une mise en situation où on serait en mesure de dialoguer, de se comprendre, de capter les signaux qui font qu'on se comprend qu'il y a telle réaction qui se produit. Enfin, voilà, il y a immensément de choses à aller explorer et pour lesquelles il faudra, oui, probablement des compétences que l'on n'a pas l'habitude de solliciter. Moi, j'ai une dernière petite question, Nicolas. Toi qui aimes bien rêver, si tu avais une petite baguette magique, qu'est-ce que tu changerais pour que la réalité virtuelle soit encore un peu plus accessible en formation? Les managers.
Pardon. Je l'ai dit assez fort ou pas? Non, mais c'est vrai qu'on est dans un contexte où je l'ai peut-être pas dit assez fort, j'ai dit les managers. On aime bien les avoir pour bêtes noires. En fait, ils sont à la fois boucs émissaires et parfois un peu responsables. Combien de fois on s'est retrouvé en situation, enfin vous l'avez vécu également, où on s'entend dire non mais ils sont pas prêts chez nous, ils sont vieux, ils sont jeunes, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Voilà, si j'avais une baguette magique, je le changerais, mais pour plein de choses, pour le rapid learning, pour le webdoc. En fait, je ferais un lot. Et puis, je mettrais juste un coup de baguette magique, mais on vit une période quand même où l'audace est là, où la prise de risque est là. Donc, voilà, restons quand même super optimistes. Il y a plein de choses qui s'essaient, et puis on le voit, à la faveur, justement, de la diversité des acteurs qui existent, du nombre de startups qui arrivent avec des concepts tous plus différents les uns que les autres, les choses bougent, il y avait forcément peut-être un besoin, une attente, et c'était peut-être nous finalement, les gars à qui il fallait mettre des coups de baguette magique. Super. Merci beaucoup Nicolas. Merci à vous. Merci. C'est la fin de cet épisode de la saison 5 des Learning Happy Hours. Merci pour cette note d'optimisme. On retiendra que la réalité virtuelle va devenir en 2018 une réalité, pas que virtuelle. Merci. Merci Nicolas. Merci.